De tous les avions qui ont participé à la Seconde Guerre mondiale, il en est un qui était destiné à marquer son époque en devenant le chasseur de combat par excellence. Le P-51 Mustang, une incroyable combinaison de vitesse, de rayon d'action et de puissance de feu. Prenez place dans le cockpit tandis que les pilotes de Mustang s'engagent dans un duel sans merci contre les meilleurs chasseurs de l'axe en Europe et dans le Pacifique. Les ME-109, les Zéro et même des jets allemands. C'est en affrontant ses adversaires que le Mustang est devenu l'avion de chasse américain le plus célèbre de l'histoire. Plongez-vous dans la bataille, analysez les tactiques, revivez les impitoyables combats aériens du P-51 Mustang. « 2 novembre 1944. 16 P-51 Mustang appartenant au 352e groupe de combat, les Blue-Nosed Bastards de Bodney, s'enfoncent jusqu'au cœur de l'espace aérien ennemi. Le capitaine Donald Bryan est leader d'une formation de 8 appareils. Son escadrille doit rejoindre des B-17 et les escorter jusqu'à la raffinerie de pétrole de Meersburg en Allemagne. On partait en mission d'escorte. On était en territoire ennemi et on n'avait pas encore rejoint les bombardiers. Avant même d'avoir atteint les B-17, Bryan et ses coéquipiers repèrent une impressionnante formation de 50 chasseurs allemands qui volent un peu plus bas. Bien que les Messerschmitt soient 6 fois plus nombreux, le capitaine positionne son unité derrière eux. Vous foncez dans le tas en volant suffisamment vite pour ne pas vous faire abattre et vous descendez ces salopards. L'assourdissant cri de guerre des 8 moteurs Rolls-Royce Merlin déchire le ciel. On plonge sur les Allemands à toute allure pour avoir un maximum de puissance. Ensuite, on commence à réduire les gaz et on ralentit en arrivant sur eux. Miraculeusement, la percée des Mustangs passe inaperçue. Bryan prend un 109 pour cible. Le chasseur ennemi est laminé avant même que son pilote ait pu réagir. On voit le liquide de refroidissement s'échapper en faisant une grande traînée blanche. L'Américain remonte après son attaque. La tactique des P-51 fonctionne. Les ME-109 se dispersent. C'était notre but. On voulait briser leur formation. À partir de là et jusqu'à la fin du combat, le ciel était rempli d'avions. Il y en avait partout. Mais il n'y avait pas tellement de P-51. Don Bryan se positionne derrière un autre Messerschmitt 109, dosant la direction et les gaz d'une main experte. Le P-51D, je le dis et je le maintiens, est l'avion le plus fonctionnel qui ait jamais été conçu. Tous les instruments et les commandes étaient placés exactement à l'endroit idéal. Votre main gauche tombe juste sur les commandes des volets et des compensateurs. Les gaz et la manette d'hélice sont pile au bon endroit. La disposition des instruments est parfaite. On pourrait piloter cet avion les yeux fermés. Le capitaine a le doigt posé sur la détente. Soudain, il entend dans sa radio la voix affolée d'un de ses ailiers. Bryan a un avion ennemi dans ses 6 heures. Il réagit avec calme et efficacité. Tout ce que vous avez à faire, c'est tirer à fond sur le manche et braquer la direction au maximum. Si votre vitesse est suffisamment élevée, vous faites un tour rapide sur vous-même. Vous faites un tonneau, ça vous ralentit et ensuite vous redressez. Sa manœuvre le débarrasse de l'Allemand, mais ses ailiers sont pris de court. Ils n'ont pas fait de tonneau, ils ont continué.
Puis Brian repère une cible qui tombe à point nommé. Une formation de 8 ME-109 qui vole en direction des bombardiers. Il décide de viser le dernier avion de l'escadrille. Il est juste derrière l'ennemi dans une position d'attaque idéale. Je choisis toujours le dernier. L'Américain abat le Messerschmitt retardataire, puis vire et s'éloigne rapidement. Contre toute attente, un autre 109 apparaît juste devant lui. Brian le détruit en un clin d'œil. C'est le deuxième chasseur ennemi qui l'abat en quelques secondes. Ils sont vraiment très nombreux et tout se passe très vite. Je me dis, ok, celui-ci a son compte. Je le lâche et j'en cherche un autre. L'officier se replonge dans la mêlée et jette son dévolu sur une nouvelle cible. Mais en l'absence de ses ailiers, il est exposé. Il voit un éclair métallique dans son rétroviseur. C'est un 109 qui s'approche dans ses 6 heures. Brian fait un break à gauche, puis vire sur l'aile et change de direction. Mais le pilote allemand s'accroche au Mustang et ne lui laisse aucun répit. J'avais le meilleur P-51 de toute l'escadrille et ce type se débrouillait mieux que moi. C'est ça qui m'a vraiment donné des sueurs. Ce pilote de la Luftwaffe surpasse tous ceux qu'il a croisés jusqu'alors. Donald Bryan va subir l'épreuve ultime. Il va devoir prouver son habileté aux commandes du Mustang. Vitesse est le mot qui caractérise le mieux le P-51 Mustang et le programme qui lui a donné le jour. En avril 1940, lorsque le ministère de l'Air britannique suggère à North American Aviation d'ouvrir une nouvelle chaîne de production pour approvisionner la RAF en P-40, le constructeur américain lui propose une cellule totalement nouvelle dans des délais encore plus brefs. Tout juste 127 jours plus tard, le premier prototype de P-51 Mustang sort du hangar. Le nouveau chasseur est équipé du même moteur Allison de 1100 chevaux que le Curtiss P-40. Mais son aérodynamique est totalement différente. En coupe transversale, l'aile du Mustang a un profil particulier. Elle est étroite sur le bord d'attaque et plus épaisse au centre, avec une courbure identique sur les faces supérieures et inférieures. Cette silhouette innovante limite l'accumulation d'air sur les bords d'attaque, un phénomène appelé traînée, et assure un écoulement laminaire, c'est-à-dire un écoulement régulier de l'air sur les contours de l'aile à grande vitesse. Grâce à cette technique, le prototype atteint la vitesse de 615 km/h, surclassant le P-40 et même le Spitfire britannique. Par la suite, le P-51 sera équipé du fabuleux moteur Rolls-Royce Merlin de 1695 chevaux qui lui permettra d'exploiter pleinement son potentiel. Le Rolls-Royce Merlin est un moteur survitaminé qui développe une puissance énorme. Quand on le sollicite, il se déchaîne et monte immédiatement dans les tours, particulièrement en descente. La version définitive du Mustang, le P-51D, est dotée de 6 mitrailleuses Browning de calibre 50 et peut voler à une vitesse maximale de 703 km/h. Le P-51 était supérieur au Messerschmitt 109 classique et au Focke-Wulf 190 à n'importe quelle altitude. Comparé au ME-109, le chasseur allemand le plus largement produit, le Mustang ne présente pour ainsi dire que des avantages. Il est beaucoup plus rapide, légèrement plus maniable, son rayon d'action est plus étendu et son plafond de service plus élevé. Malgré cela, Don Bryan tente désespérément de se débarrasser d'un ME-109 particulièrement tenace. Son Mustang ne parvient pas à distancer l'Allemand en montée. Il est au bord du décrochage. À l'époque, on qualifiait les ME-109 de proie facile. Alors, il était hors de question que je laisse celui-ci me donner une leçon. Le capitaine effectue un plongeon.
Le 109 suit sa trajectoire sans difficulté. J'ai eu quelques frayeurs. Le masque à oxygène était censé rester en place à 4G, mais je devais le tenir parce que je transpirais. Et la sueur le faisait glisser sur mon menton. L'Allemand le rattrape peu à peu. Il vire plus vite que moi. Il se rapproche par l'arrière et finit par pointer ses canons vers moi. Je dis bien vers moi et pas sur moi. Sinon, il aurait appuyé sur la détente et il m'aurait eu. Don Bryan va tenter une figure acrobatique pour le moins hasardeuse qu'il n'a réalisée qu'une fois ou deux dans sa carrière. Vous tirez sur le manche, vous braquez à fond, vous repoussez le manche en butée avant, puis vous le ramenez en position neutre. C'est une manœuvre de casse-cou qu'il a baptisée renversement vertical inversé. En tirant à fond sur le manche, il fait décrocher l'avion. Puis, il le fait piquer du nez en agissant sur le palonnier. Le couple de l'hélice fait tourner le Mustang dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ensuite, Donald Bryan pousse à nouveau le manche en butée pour neutraliser l'effet. Il faut être un pilote extrêmement sûr de soi pour tenter une figure aussi risquée. L'Américain tire sur le manche de toutes ses forces. Ma tête heurte la verrière. L'hélice fait tournoyer mon avion. Ma vitesse est réduite à néant. Et je chute de 2000 pieds avant de retrouver assez de vitesse pour voler. Et en réalisant cette manœuvre, je parviens à me débarrasser du type qui était à mes trousses en une fraction de seconde. Grâce à cette ingénieuse tactique, Bryan vient d'échapper à une mort certaine. Le Mustang tombe en chute libre pendant 5 interminables secondes avant que son hélice Hamilton Standard ne recommence à fournir assez de puissance. Le capitaine s'en est sorti, de justesse. Croyez-moi, je ne suis pas retourné le chercher. Mais il ne met pas pour autant le cap sur sa base. Il est toujours plongé au milieu de cette mêlée frénétique. Il y avait des avions partout dans le ciel, et les amis n'étaient vraiment pas nombreux. Il repère un de ses coéquipiers harcelé par un chasseur ennemi juste en dessous de lui. Bryan est ici. Le Messerschmitt 109 est là. Il poursuit un autre Mustang plus bas dans les nuages. Le capitaine est prêt à tout pour sauver son ailier. Il pousse le manche à droite et entame un plongeon pour voler à son secours. « 2 novembre 1944. Cerné par des ME-109 aussi nombreux qu'agressifs, le pilote de Mustang Don Bryan plonge pour sauver un de ses hommes. Avantagé par son altitude et sa vitesse, l'officier de l'US Air Force est sur le point d'attaquer. Quand un combat aérien oppose deux avions qui ont des performances équivalentes, c'est celui qui vole le plus vite et le plus haut qui a l'avantage. Donald Bryan tire une rafale. Surpris, le pilote du ME-109 fait un break et plonge en piqué. Le capitaine pourchasse sa proie à travers les nuages. L'Allemand est en plein dans son collimateur. Les 6 mitrailleuses Browning du Mustang abattent le 3e Messerschmitt de la journée. Bryan se range en formation avec un autre Mustang. Mais il y a encore des avions ennemis dans les environs. À 10 000 pieds d'altitude, l'Américain repère 2 autres chasseurs ME-109 de la Luftwaffe qui volent 5 000 pieds plus bas dans la direction opposée. 4 des 6 mitrailleuses de son P-51 sont déjà vides. Je commence à manquer de munitions. Et finalement, pour affronter ces avions, il ne me reste plus que mes 2 mitrailleuses internes.
Mais il n'est pas question de laisser les 109 s'échapper. Bryan et son ailier font un split-S. Leur manœuvre les amène directement derrière les Allemands. Le capitaine ouvre le feu et abat un des deux appareils. Il augmente les gaz afin de se rapprocher du leader. Arrivé à 70 mètres derrière le Messerschmitt, il appuie sur la détente. On dirait qu'une section entière de son aile se détache. Il plonge vers les nuages en tournoyant. Il part en spirale vers la gauche. Et voilà, c'est terminé. Les Mustangs reprennent de l'altitude et se dirigent vers leur base. Sur les 38 avions ennemis que l'US Air Force dit avoir abattus ce jour-là, Bryan en a détruit 5. On s'est amusé comme c'est pas permis. Don Bryan est décoré de la Distinguished Flying Cross pour le succès de sa mission. Une mission au plus profond du territoire ennemi qui n'aurait pas été possible sans une autre des qualités légendaires du P-51 Mustang. Son rayon d'action. Les ailes à écoulement laminaire et la cellule aérodynamique du Mustang réduisaient la traînée et par conséquent la consommation d'essence. Le carburant représentait plus de 25% de ces 5 tonnes de poids maximum au décollage. Dans ces conditions, la distance franchissable du P-51 dépassait les 3000 km, c'est-à-dire 2 fois celle des autres chasseurs alliés monomoteurs. Günther Rall, le 3e as de la Luftwaffe, dit lui-même que le Mustang pouvait faire pendant 6 heures ce que le 109 pouvait faire pendant 90 minutes. C'était un avion incroyable qui pouvait décoller de Duxford en Angleterre, voler jusqu'à Berlin, faire tout ce qu'il avait à faire, puis rebrousser chemin et revenir. La réputation du Mustang s'est faite en Europe. Mais il a aussi servi dans le Pacifique où il était considéré comme le seul chasseur monomoteur suffisamment endurant pour escorter les bombardiers de l'île d'Iwo Jima jusqu'au Japon. Un trajet de plus de 2000 km aller-retour. Les pilotes se surnommaient le Club de Tokyo. Les avantages réservés aux membres, mauvais temps, épuisement, DCA et chasseurs ennemis. Autant de dangers potentiellement mortels. 23 juin 1945, 9h38 du matin. Des Mustangs du 47e Fighter Squadron décollent de l'île d'Iwo Jima. Le but de leur mission à très longue portée est de mitrailler une base aérienne située au nord de Tokyo afin de détruire au sol les chasseurs ennemis qui pourraient menacer les bombardiers américains. Le lieutenant Robert Scamara est leader d'une formation de 4 P-51. On n'était pas forcé de voler en formation serrée, mais c'est ce que je faisais pour ne pas m'endormir. J'avais du mal à rester éveillé. Ce qui est épuisant dans le Mustang, ce n'est pas la pression du harnais, ni la chaleur ou le manque de confort, c'est le bruit. Le bruit est absolument exténuant. Au-dessus de la métropole, les choses sérieuses commencent. Les 4 Mustangs de l'escadrille de Scamara se préparent pour l'attaque. On remonte et on se dirige vers l'ouest. On s'attend à trouver plein d'avions sur la base aérienne et à les mitrailler. Mais ils ont déjà décollé. Les Américains ont 7 chasseurs japonais en bas dans leurs 9 heures et 17 autres en haut dans leurs 7 heures. L'un des appareils ennemis prend Scamara pour cible. Je vois les balles traçantes arriver vers moi et passer devant mon cockpit. Et là, je quitte la formation. En temps normal, c'est strictement interdit. Mais quand quelqu'un me tire dessus, je me fiche pas mal du règlement. Je dégage aussitôt.
Scamara et son ailier John Scanlan font un virage serré à gauche tandis que les balles traçantes zèbrent le ciel dans une tempête de feu et d'éclairs. À partir de là, ce n'est plus qu'un grand combat, un avion après l'autre. Le lieutenant aperçoit un zéro devant lui. Le Mustang P-51D est l'un des tout premiers chasseurs équipés d'un système de visée assistée, le collimateur gyroscopique K-14. On était censé connaître l'envergure des avions ennemis, par exemple 11 mètres. On entrait cette valeur et ça ajustait le tir. On n'avait qu'à garder l'avion dans le collimateur. La visée de Scamara est si précise qu'une petite rafale de mitrailleuse est suffisante. Dévasté, le Zéro fonce vers le sol. Soudain, l'Américain aperçoit deux chasseurs japonais Kawanishi N1K, aussi appelés George, un peu plus bas, à 9 heures. Le N1K est le plus perfectionné des avions de chasse nippons. Il représente une réelle menace pour les pilotes américains. Le George est équipé de canons plus puissants, mais le Mustang le surclasse en termes de vitesse de pointe et de plafond. Scamara vire sur l'aile et effectue un plongeon. Les P-51 fondent sur leur proie. « 23 juin 1945. Cerné par une nuée d'appareils ennemis, le lieutenant Robert Scamara et son ailier John Scanlan se rapprochent à grande vitesse de deux chasseurs George japonais. J'avais dit à Scanlan, si on croise deux avions, je me charge du leader et toi tu t'occupes de son coéquipier. Alors je m'approche du leader comme convenu, mais John ne se décide toujours pas à ouvrir le feu sur l'ailier. Scamara déverse un torrent de projectiles incandescents sur le second N1K. Il part en plongeon. Je me lance à la poursuite du leader, je le rattrape en un clin d'œil et je le descends. Deuxième victoire pour l'Américain. Sa stratégie consiste à frapper vite et à rester mobile. Je tire des rafales courtes pour ne pas surchauffer mes canons. Et puis, de toute façon, les avions japonais n'ont pas de blindage. Ils sont faciles à abattre. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Robert Scamara engage plusieurs autres appareils ennemis et parvient à en toucher 3. Quelle que soit ma direction, j'ai un chasseur japonais devant moi. Je n'ai pas trop de manœuvres à faire pour passer de l'un à l'autre. Mais tout à coup, des balles traçantes passent au-dessus de sa verrière. Un Ki-84 Frank, le chasseur le plus rapide de l'arsenal japonais, s'est placé dans ses 6 heures et plonge sur lui. Le lieutenant fait un break à gauche. Le pilote du Frank commet une erreur en volant trop vite. Il dépasse le Mustang et reprend de l'altitude. Robert Scamara fait volte-face et remonte, s'efforçant de placer sa cible dans le collimateur. Je tire sur le manche et le viseur pointe vers mon capot. Je n'arrive pas à cabrer suffisamment et je suis au bord du décrochage. L'officier parvient à tirer une courte rafale avant d'être contraint de plonger. Le chasseur ennemi s'enflamme et tombe en chute libre en passant juste devant lui. Troisième victoire. Bob Scamara recommence à scruter le ciel. Je vois un avion japonais qui vole vers moi. Dès qu'il me voit arriver, il fait un split S et plonge vers le sol. Bien que ce soit déconseillé, je décide de le suivre. Le lieutenant se lance à la poursuite de l'Oscar, mais il commence à s'inquiéter de son niveau de carburant. Alors je me dis, tant pis, qu'il fiche le camp. Je tire sur le manche et j'utilise ma vitesse pour remonter aussi haut que possible. Toutes ces manœuvres l'ont éloigné de ses coéquipiers qui restent introuvables. Il est désormais seul.
Soudain, il aperçoit quelque chose près de son aile gauche. Je me rends compte que Scanlan est toujours à côté de moi. Jusque-là, je ne l'avais même pas remarqué. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Scanlan a suivi son leader dans chacune de ses manœuvres. Scamara décide de voler vers le point de ralliement. Je lui demande de se mettre en formation de support mutuel en faisant un petit mouvement des ailes. Il s'éloigne et on vole en parallèle à 400 mètres de distance. Comme ça, chacun peut surveiller les arrières de l'autre. Très rapidement, le lieutenant voit une terrible menace planer sur son ailier. Un 0 s'est placé dans ses 6 heures. Je tourne dans sa direction, mais je n'arrive pas à le rejoindre. Je hurle dans la radio, « Fais quelque chose, il y a un chasseur japonais qui arrive derrière toi !» Mais il est trop tard. Les canons de 20 mm du 0 transpercent les ailes de Scanlan et elles s'embrasent aussitôt. Il a ôté sa verrière et il a sauté parce qu'il devait commencer à faire très chaud dans son cockpit. Scamara vole en cercle autour du parachute de son ailier, tirant sur tous les avions japonais qui se trouvent à portée de canon. Je continue à leur tirer dessus pour les éloigner. Et très vite, 4 de mes mitrailleuses tombent à sec. Il m'en reste encore 2, mais elles n'ont que 100 balles de plus que les 4 autres. Le lieutenant ne peut rien faire de plus pour Scanlan. Il bat en retraite et met le cap sur sa base. Il atterrit sur la piste d'Iwo Jima après 8 heures et 17 minutes de vol. Ses 6 mitrailleuses sont vides. Détail peu banal, son réservoir interne contient encore plus de 200 litres de carburant. Scamara est crédité de 3 avions abattus et 4 autres touchés. Malheureusement, John Scanlan ne rentrera pas vivant de cette mission. Environ 3 ans plus tard, j'ai lu dans le journal un article qui disait que 2 ou 3 femmes avaient été acquittées d'un crime de guerre. Et leur crime, c'était d'avoir sorti Scanlan de l'infirmerie pour le livrer à une foule de civils hostiles. Ils avaient exigé qu'on leur amène John. Alors elles sont allées le chercher, elles l'ont remis aux émeutiers et il s'est fait lyncher. C'est comme ça que j'ai appris ce qui lui était arrivé. J'aurais renoncé à ces 3 victoires avec plaisir si ça avait pu sauver John. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. En éliminant la plupart des chasseurs japonais qui menaçaient les bombardiers américains, le Mustang a apporté une importante contribution à la victoire des Alliés dans le Pacifique. Pendant ce temps, en Europe, les pilotes de Mustang étaient parmi les premiers à affronter l'arme secrète la plus terrible du Troisième Reich, le chasseur à réaction. 7 avril 1945. Un P-51 solitaire grimpe en flèche au-dessus d'une vaste formation de bombardiers B-24 qui s'enfonce au cœur du territoire allemand. Le pilote du Mustang, le lieutenant Richard Candelaria, est le premier à se positionner au-dessus des bombardiers. Tous ses coéquipiers sont encore plongés dans l'épaisse couche de nuages bas. J'arrive au point de rendez-vous environ 3 minutes avant le reste de l'escadrille. Mes alliés m'appellent et me disent on sera là dans 2 ou 3 minutes. Candelaria surveille les alentours, promenant son regard dans toutes les directions. La version D du P-51 était dotée d'une verrière en gouttes d'eau qui améliorait considérablement la visibilité. Dans le modèle D, vous pouvez regarder partout. La visibilité est parfaite. Le radar du Mustang, c'est vos yeux. Le jeune lieutenant repère quelque chose en bas à 7 heures. D'abord, je vois des petits points noirs qui grossissent. Puis, je comprends que c'est des ME-262 parce qu'ils arrivent très vite. J'en avais déjà vu et même poursuivi, mais je n'ai jamais pu en rattraper. Le ME-262 est le premier chasseur à réaction opérationnelle de l'histoire. C'est un bond en avant dans la technologie qui déterminera l'avenir du combat aérien.
Le 262 est plus rapide de 160 km/h, plus lourdement armé et son taux de montée est nettement supérieur. Mais malgré sa relative lenteur, le Mustang est plus maniable et son plafond de service est plus élevé. Les pilotes pouvaient donc utiliser ce surcroît d'altitude pour gagner de la vitesse. Les ME-262 sont ici. Ils se rapprochent rapidement des bombardiers. Candelaria est là. Un Mustang isolé contre 2 chasseurs à réaction. La seule chose que je puisse faire pour les arrêter, c'est de foncer droit sur eux. Il fait un virage à gauche et entame un plongeon. Le P-51 accélère. Sa vitesse dépasse les 700 km/h. Son moteur Merlin se déchaîne dans un rugissement. Le lieutenant vire et fonce tête baissée vers les 2 appareils ennemis. « 7 avril 1945. Le lieutenant Richard Candelaria plonge en piqué sur 2 chasseurs à réaction allemands qui menacent une formation de bombardiers américains. Il se place en position de tir, mais les pilotes ennemis le prennent de court. Ils arrivent à très grande vitesse et ils font une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Ils piquent légèrement du nez. Leur taux de descente n'est pas énorme, mais ça suffit à me mettre hors course parce que je ne peux pas les rattraper. La tactique des Allemands est simple mais brillante. Candelaria pousse déjà le Mustang jusqu'à ses limites d'accélération négative. S'il descend encore plus vite, il risque d'être victime du voile rouge et de perdre le contrôle de son avion. Les chasseurs ennemis vont bientôt le croiser. Il doit entreprendre quelque chose. Ils sont sur le point de passer en dessous de moi. Et comme j'ai encore mes réservoirs externes, je décide de les larguer en me disant qu'avec un peu de chance, ils tomberont peut-être sur eux. Les avions allemands esquivent en faisant un virage serré à gauche. Cette manœuvre les éloigne de la trajectoire des bombardiers. Candelaria dispose maintenant d'un bref intervalle de temps pour faire volte-face et passer à l'attaque. Ils se retournent et font un split S. Le lieutenant convertit son altitude en vitesse. Je plonge, puis je redresse. À cet instant, je vole à 780 ou peut-être 800 km/h. Candelaria fait un split S qui l'amène à l'intérieur du virage de ses adversaires. Ils viennent se placer dans sa ligne de mire environ à droite, en direction des bombardiers. L'Américain appuie sur la détente. Je crois voir quelque chose scintiller juste derrière le cockpit et le réacteur droit commence à cracher de la fumée noire. Donc je sais que j'ai au moins touché le moteur. Endommagé, le chasseur plonge sous les nuages. Candelaria n'est pas certain d'avoir abattu le 262, mais il n'a guère le temps d'y penser. Alors que je commence à me stabiliser, je vois comme des balles de tennis enflammées passer devant mon aile droite. Je lève les yeux vers les petits miroirs ronds installés par mon chef mécanicien en haut de la verrière et en regardant dans le miroir, je vois le nez d'un avion juste derrière moi. Pendant que le lieutenant se concentrait sur le leader, le second Messerschmitt s'est glissé dans ses 6 heures. Je fais un virage serré à gauche parce que les bombardiers sont à ma droite. Et si l'ennemi me poursuit, il s'éloignera des bombardiers. Une balle explosive de 30 mm vient transpercer l'aile droite de Richard Candelaria. Le P-51 tressaute, mais il continue à tourner. Le jet allemand ne peut soutenir un virage si serré. Il dépasse vite le Mustang. Et là, je fais un break à droite pour tenter de le rattraper, mais il vole bien trop vite. Le Messerschmitt s'éloigne rapidement hors de portée de tir. Il plonge et quitte le combat. Le P-51 est touché, mais il est loin d'être détruit. Candelaria vient de se battre seul contre 2 des chasseurs les plus perfectionnés de la Seconde Guerre mondiale et il a remporté la victoire.
Le ciel est tranquille et dégagé tandis que le jeune lieutenant remonte vers les B-24. C'est le calme avant la tempête. Je regarde un banc de nuages et tout à coup je vois une horde d'avions en sortir. Je jette un coup d'œil en pensant « La vache, j'ai jamais vu autant de croix noires d'un seul coup ». Et ensuite je me dis « Ben mon vieux, moi qui priais pour rencontrer des chasseurs ennemis, j'aurais préféré les affronter par 2 ou 3, pas tous à la fois ». Candelaria est ici. En dessous de lui, il y a une formation de 15 ME-109 allemands qui montent en direction des bombardiers. Une fois de plus, le jeune officier de l'US Air Force est seul pour leur barrer la route. Il pousse la manette des gaz et passe à l'offensive. Il prend pour cible le leader de la formation. Son avion était peint en jaune de la verrière jusqu'au nez, jusqu'à l'hélice. C'était un jaune vif. Ce type voulait qu'on le voie. J'aurais dû en déduire que c'était probablement un dur à cuire. Candelaria se place en position de tir. J'essaie de l'abattre avec un tir en déflexion, mais je me rends compte que ce n'est pas possible parce que ça m'obligerait à ouvrir le feu en direction des bombardiers. Une balle perdue pourrait atteindre un des avions alliés. Le lieutenant ne peut prendre un tel risque. Il juge préférable de passer sous l'Allemand et de faire demi-tour dans un plan vertical afin d'avoir un angle de tir dégagé de tout appareil ami. Alors je passe en dessous. Je passe juste en dessous de lui, sous son aile gauche, et je remonte. Candelaria tire de toutes ses forces sur le manche. Il subit une accélération insoutenable de 6 G. Le ME-109 effectue un tir à longue distance, crachant des projectiles de 20 mm sur les B-24. Un des moteurs du bombardier le plus proche est touché. Je reviens, je me glisse derrière lui et il commence à manœuvrer. Le 109 esquive l'attaque de l'Américain. Et là, il se paie ma tête. À chaque fois que j'essaie de pointer mon viseur sur lui, il fait un coup incroyable et je le dépasse. Il me balade d'un côté à l'autre. Les autres avions allemands restent en retrait, laissant leur talentueux leader abattre le Mustang. Le balai mortel se poursuit. Le 109 fait un virage sur la gauche et entame une boucle serrée. Il se retourne sur le dos. Je suis juste en dessous de lui et chacun essaie de faire un virage plus serré que l'autre. Je n'ai qu'à lever les yeux pour le voir et lui aussi, il peut me voir. Candelaria est dépassé par la dextérité de l'Allemand. S'il ne renverse pas rapidement la situation à son avantage, il est voué à une mort certaine. « 7 avril 1945. Le lieutenant Richard Candelaria a un as de la Luftwaffe dans ses 6 heures. Il va engager son Mustang dans une manœuvre risquée grâce à laquelle il espère inverser les rôles. L'Américain va couper les gaz et braquer à fond la gouverne de direction pour faire pivoter le P-51 sur lui-même et le placer directement derrière le ME-109. Si Candelaria décroche, son avion tombera comme une pierre et fera une cible facile pour les chasseurs ennemis. Je tire à fond sur le manche jusqu'à la limite du décrochage. Je réduis les gaz, j'écrase la pédale gauche du palonnier. Mon 51 fait un tour et se place presque derrière lui. Le pilote du Messerschmitt dépasse le lieutenant. Je ne peux pas le viser, le collimateur est un peu trop lent, alors je ne réussis qu'à toucher son aile. J'anticipe juste sa trajectoire et j'appuie sur la détente. Quand il commence à fumer et à descendre en tournoyant, je me lance à sa poursuite. Puis je vois le pilote sauter.
Il ôte la verrière, l'avion plonge vers la forêt et s'écrase. C'est une victoire durement remportée. Mais privés de leur leader, les autres 109 comptent bien satisfaire leur soif de vengeance. Lorsque Candelaria se redresse, il voit des balles traçantes entourer son cockpit. Un chasseur allemand arrive à toute vitesse. L'Américain effectue un virage sur la gauche, laissant son adversaire le dépasser. Puis, il change de direction et vire à droite. Quelques tirs bien ajustés suffisent à convaincre l'Allemand de sauter. Je dégage presque immédiatement parce qu'il y a quelqu'un d'autre derrière moi. Les autres 109 se regroupent et forment un large cercle de Loveberry. Un anneau défensif au sein duquel les pilotes se protègent mutuellement. Mais Candelaria refuse d'abandonner le combat. Sa stratégie consiste à traverser le cercle. Il espère ainsi abattre un avion ennemi avant que les autres ne puissent l'atteindre. Je traverse le Loveberry en passant de plus en plus près, jusqu'à ce que j'ai une nouvelle occasion de tirer. Il abat un ME-109 de plus. Mais une nouvelle menace se présente aussitôt dans ces 6 heures. Candelaria fait un break à droite. Le pilote allemand le suit. Ça ne faisait pas de doute, je tournais mieux que lui. On effectuait un virage très serré à droite et le ME-109 avait tendance à montrer rapidement ses limites en virage à droite. L'Américain se glisse peu à peu derrière son adversaire. Mais l'Allemand ne fait rien pour s'échapper. Après plusieurs tours, Richard Candelaria a enfin un angle de tir. Ses 6 mitrailleuses Browning crépitent rageusement. Il décroche brusquement, s'écrase, puis rebondit sur le sol. Je tourne à droite, puis à gauche pour éviter d'éventuels poursuivants. C'est alors que les autres Mustangs de son escadrille volent finalement à son secours. Les avions allemands battent en retraite et disparaissent dans les nuages. À lui seul, Richard Candelaria a remporté 4 victoires confirmées face au ME-109 et il a probablement abattu un chasseur à réaction ME-262. En rentrant à la base, sur les 150 derniers kilomètres, j'ai remarqué que mes genoux tremblaient. Je ne sais pas si c'était à cause de l'adrénaline, mais en tout cas, mes genoux tremblaient. Je me suis dit, mon vieux, tu as frôlé la mort de près. D'un petit peu trop près. Ce sont des hommes comme Richard Candelaria qui ont fait du P-51 l'un des chasseurs les plus efficaces de l'histoire du combat aérien. Avec 4950 appareils ennemis abattus rien qu'en Europe, le Mustang a établi un record absolu et surpassé tous les autres chasseurs américains sur ce théâtre d'opération. Le Mustang est un symbole de la Seconde Guerre mondiale. Mais aujourd'hui encore, sa légende se perpétue grâce aux courses et aux shows aériens organisés partout dans le monde. En tant que civil, j'ai beaucoup de chance de voler avec les gars de l'US Air Force Heritage Flight Program. On pilote des Mustangs en formation avec des Raptor, des A-10, des F-15, des F-16. Sans l'ombre d'un doute, si vous demandez à ces pilotes dans quel avion ils aimeraient voler, ils répondront le Mustang. À leurs yeux, c'est le chasseur ultime. Le P-51 Mustang demeure un grand classique, une terrible machine de guerre à la beauté sculpturale et un symbole persistant de la puissance aérienne des États-Unis d'Amérique.